Chers élèves, à la fin de la vidéo que vous allez consulter pour en apprendre davantage sur l'Union européenne, vous aurez une série de questions qui vous sera posée afin de vérifier votre compréhension des enjeux de cette leçon. Cela vous permettra de voir si vous avez compris et cela me permettra aussi de voir quels sont les éléments qui vous posent le plus problème dans la compréhension de cette leçon. Nous pourrons y revenir lors de la prochaine classe virtuelle. Je vous souhaite donc un bon visionnage et n'oubliez pas de répondre aux questions à la fin. Bon courage! Bienvenue dans cette vidéo qui vous permettra d'en apprendre davantage sur le contexte de création de ce projet européen suite à la Seconde Guerre mondiale. Je vous propose, pour commencer, de regarder ensemble cette affiche. Elle est très intéressante, pourquoi? Tout d'abord, vous le voyez en arrière-plan en haut de l'affiche, un nuage sombre, menaçant, et à l'intérieur, vous êtes censé comprendre qu'il y a le symbole de l'URSS et du communisme mondial à cette époque, puisque vous observez le marteau et la faucille. Vous remarquez ensuite la petite fille qui représente l'Europe, une Europe, d'accord, au féminin, qui s'abrite de cette menace derrière un parapluie qui lui-même est orné de différents drapeaux de l'Europe, puisqu'il s'agira d'unir l'Europe face à la menace communiste. Et cette union de l'Europe, qu'est-ce qu'elle va permettre? Elle va permettre, comme vous le voyez au niveau de la Terre, excusez-moi, elle va permettre un fleurissement des fleurs, donc une ère de paix, une ère prospère. Tout ça commence, comme vous l'avez vu dans le document qu'il y avait à faire mardi, grâce à la communauté européenne du charbon et de l'acier et le fameux discours de Robert Schuman du 9 mai 1950. Ainsi, la première étape de construction de ce projet européen est la création de la communauté européenne du charbon et de l'acier, CECA, comme vous le voyez à l'écran. Les premiers pays à composer ce début de projet européen, cette CECA, sont la France, l'Allemagne, comme on peut le comprendre grâce au document étudié mardi, l'Italie, et enfin le Benelux, c'est-à-dire la Belgique, le Pays-Bas et le Luxembourg. Ainsi, le projet européen se construit autour de ces 6 pays qui vont être les pays fondateurs de ce qu'on appelle aujourd'hui l'Union européenne. Ainsi, cette première étape de ce projet européen consiste à la création de la communauté européenne du charbon et de l'acier en 1951, suite au discours de Robert Schuman du 9 mai 1950. À quoi sert cette CECA? Les objectifs sont clairs et ils sont simples. Elle va servir à garantir la paix. Ensuite, elle va permettre la prospérité économique avec un développement commun du niveau de vie. Tout le monde, tous les pays vont se tirer vers le haut pour se développer ensemble. Enfin, cette CECA, Communauté européenne du charbon et de l'acier, a un autre objectif qui s'inscrit pour le coup dans le chapitre étudié précédemment autour de la guerre froide, c'est-à-dire que cette union de pays européens de l'Ouest permettra de s'affirmer face à la menace communiste de l'URSS. Ainsi, voici dans quel contexte nous posons le cadre de ce projet européen. À l'écran, vous voyez à présent une carte qui, en réalité, vous montre, année après année, comment le projet européen a fédéré de plus en plus de monde. La question légitime que vous pourrez vous poser, c'est pourquoi? Parce que ce projet, il a séduit davantage de pays, pour donner aujourd'hui un total de 27 pays membres en 2021. Mais pourquoi ces pays sont séduits? Parce que l'idée de se développer ensemble, de garantir la paix en Europe, est prometteur pour la suite. Enfin, ces idées sont prometteuses pour la suite. Et aussi, au regard du succès de ces échanges simplifiés dans le domaine du charbon et dans le domaine de l'acier, vont inciter ces Européens à échanger davantage de produits ensemble, et plus seulement le charbon et l'acier. C'est pourquoi, rapidement, la CEE, la Communauté économique européenne, est créée
avec le traité de Rome en 1957. Avec cela, les pays vont être de plus en plus nombreux à rejoindre ce projet européen. On peut dire que c'est la deuxième étape de cette construction européenne. La première étant, rappelez-vous, la CECA, Communauté européenne du charbon et de l'acier. Face, encore une fois, au succès de cette CEE, de cette Communauté économique européenne, les Européens décident d'aller encore plus loin dans ce projet européen, dans cette union des pays d'Europe de l'Ouest, et en 1992, la CEE devient l'Union européenne, grâce au traité de Maastricht aux Pays-Bas. Là encore, les objectifs sont très simples, ça va être d'élargir encore un peu plus les différents domaines dans lesquels les Européens vont travailler ensemble pour se développer ensemble. Au fur et à mesure de cette construction européenne, les pays, je vous l'ai dit, mais je le répète, vont être de plus en plus nombreux. C'est pourquoi, en 1973 par exemple, vous avez le Royaume-Uni, l'Irlande et le Danemark qui rejoignent ce projet européen au stade donc de CEE, puisque nous sommes en 1973. Ainsi, l'Europe se construit peu à peu autour d'objectifs économiques, politiques et évidemment des objectifs mutuels. Mais concrètement, quels sont les domaines d'action de l'Europe? Quels sont les domaines dans lesquels l'Europe va intervenir? Déjà, je vous propose de dessiner les contours de l'action de l'Europe. Comment se met en marche l'Union européenne? Puisque ce n'est pas un pays, c'est un projet européen constitué d'institutions supranationales, c'est-à-dire d'institutions au-dessus des États, d'accord, au-dessus de la France, de l'Allemagne, etc. Alors, quelles sont ces institutions? Parce que là, nous n'avons pas le Parlement comme en France, nous n'avons pas le président de la République. Qui agit? Qui dirige la politique de cette Union européenne? Tout d'abord, comme vous le voyez en haut, vous avez la Commission européenne. Alors, qu'est-ce que c'est? Vous avez des commissaires qui, en fait, sont la représentation du pouvoir exécutif, l'équivalent, si vous voulez, du président de la République en France et des ministres. Alors, ils n'interviennent pas dans tous les champs de domaine, c'est-à-dire que, par exemple, ils ne vont pas décider pour la France quel sera le programme de l'éducation nationale, par exemple, comment la France va devoir gérer sa police. Non, elle va plutôt intervenir sur des domaines économiques, comme le quota de pêche, par exemple. Qui fixe les quotas de pêche? Ce n'est pas la France en tant que telle, mais c'est l'Union européenne qui harmonise à l'échelle de toute l'Union européenne, c'est-à-dire à l'échelle des 27 pays membres aujourd'hui. Autre organisme, autre institution de cette Union européenne aujourd'hui, c'est le Conseil des ministres, très simplement composé des ministres pour chaque domaine, c'est-à-dire que si nous devons traiter d'un sujet comme le terrorisme, tous les ministres de l'intérieur de chaque pays vont se réunir pour discuter et pour proposer des lois. Un petit peu comme en France avec les ministres et le Conseil des ministres, le gouvernement en somme. Enfin, vous avez le pouvoir législatif de cette Union européenne qui est représenté ici par le Parlement européen, donc l'équivalent de notre Parlement à nous, mais qui décide à l'échelle européenne. En plus de proposer les lois, le Parlement les vote. Ainsi, voici comment l'Union européenne est dirigée, comment elle impulse des décisions. Pour vous donner un petit exemple, si vous le souhaitez, lorsque vous allez sur Internet, maintenant, quand vous accédez à une page de n'importe quel domaine, on vous demande si vous acceptez les cookies. Alors qu'est-ce que c'est que ces cookies? Alors je ne vais pas faire la blague de la nourriture, mais en l'occurrence, les cookies représentent vos données lorsque vous consultez une page, et données qui sont enregistrées et parfois transmises à des pubs. C'est pour ça que lorsque vous allez sur telle ou telle page, les pubs sont parfois personnalisées, puisqu'elles s'appuient sur les données des pages que vous avez préalablement consultées. Cette décision d'imposer au site d'avertir les gens qui vont sur Internet, donc le consommateur, le citoyen lambda comme vous et moi, cette décision, elle a été imposée, impulsée par l'Union européenne. Après un vote au Parlement européen, vous l'avez compris. Mais si je devais vous donner d'autres exemples, peut-être un peu plus concrets, voici ce que je pourrais vous dire. Le domaine agricole déjà. Le domaine agricole est décidé à l'échelle de l'Union
européenne. C'est ce qu'on appelle la PAC, la politique agricole commune. C'est-à-dire que tous les pays vont se mettre autour d'une table et vont décider des objectifs agricoles de l'Union européenne sans forcément être en concurrence, parce que nous sommes un projet commun avec des pays communs. Ainsi, on va définir les objectifs, je vous le disais, mais également viser mettre en place des politiques afin d'améliorer le quotidien des agriculteurs, notamment en les soutenant, en apportant des aides, peut-être aussi, peut-être, je vous le dis avec assurance, dans le cadre de la politique biologique, de l'agriculture biologique. On va apporter des aides pour les agriculteurs qui oseront l'agriculture biologique. Autre domaine d'action, ça va être d'encourager les pays européens à faire des échanges d'étudiants. Dans quel intérêt et dans quel but? Très simple, c'est de créer une culture commune européenne, puisque si tous les pays européens envoient des étudiants au travers des uns et des autres pays, vous aurez tout simplement une culture commune qui va émerger. Donc Erasmus, c'est tout à fait l'objectif de ce programme qui consiste à l'échange des étudiants à l'échelle européenne, en tout cas de l'Union européenne. Ainsi, un étudiant français pourra très bien étudier un semestre, voire une année en Espagne. Un espagnol pourra très bien étudier un semestre ou une année en Italie, tout en restant dans le cadre des études de son pays. Donc il y aura une reconnaissance, ce n'est pas une année blanche. Et ça, c'est vraiment fondamental pour ce programme. Autre domaine d'action et politique commune à l'échelle de l'Union européenne, c'est la monnaie. Bien que tous les pays n'aient pas encore adopté l'euro, la majorité des pays de l'Union européenne ont adopté, enfin en tout cas a adopté, puisque je parle de la majorité, a adopté cette monnaie. Ainsi, vous, Français, vous souhaitez vous rendre en Italie, vous paierez avec la même monnaie qu'en France, c'est-à-dire l'euro. Enfin, vous avez également, comme autre volonté d'agir en commun, avec une politique commune, ça va être de créer une armée européenne. Alors pour le coup, c'est plus compliqué puisqu'il y a beaucoup de pays qui sont un petit peu tatillons, c'est-à-dire hésitants, quant à l'idée de créer une armée européenne commune. Alors, si on devait regarder un petit peu l'évolution de cette politique européenne, qu'est-ce qu'on observerait? Déjà, il est évidemment plus simple de prendre des décisions à 6, comme ce fut le cas en 1957, que de prendre des décisions à 28 ou 27 aujourd'hui. Ensuite, vous avez de nombreux pays qui souhaitent accéder à l'Union européenne. Néanmoins, ces pays sont parfois confrontés à des refus de l'Union européenne, comme la Turquie. Pourquoi? Parce que la Turquie devait se conformer au respect notamment des droits de l'homme, ce qui n'a pas toujours été le cas selon l'Union européenne. Et la Turquie devait également reconnaître le génocide arménien qui a été commis sur son sol au moment de l'Empire ottoman et au moment de la Première Guerre mondiale. Or, la Turquie se refuse à reconnaître le génocide arménien. Ainsi, l'Union européenne refuse, bien que la Turquie en ait envie, que ce pays intègre l'Union européenne. Je dirais également que l'évolution du projet européen, ce n'est pas seulement des pays qui veulent entrer dans ce projet, mais c'est également des pays qui veulent en sortir. En témoigne l'actualité récente, puisque le Royaume-Uni est aujourd'hui un pays qui est sorti de l'Union européenne. Donc là, vous avez tous la référence au Brexit pour la Grande-Bretagne, et exit pour sortir en anglais. Ainsi, le Royaume-Uni aujourd'hui n'est plus dans l'Union européenne. Et c'est d'ailleurs le parallèle qu'on peut faire avec ce qu'on appelle l'euroscepticisme. Qu'est-ce que ça veut dire? Aujourd'hui, face à ce projet européen, de plus en plus de citoyens et de politiques, de personnalités politiques, commencent à critiquer, en tout cas le font de plus en plus savoir en tout cas, mais critiquent l'Union européenne et ce projet. C'est-à-dire quelles sont ces critiques? Nous sommes trop, l'Union européenne impose aux pays des décisions sans que forcément les citoyens soient d'accord, ce genre de choses. Ainsi, si je devais vous résumer les champs d'action, je vous propose cette trace écrite dans laquelle je vous indique les différents domaines dans lesquels l'Union européenne intervient, d'accord? Par exemple, le domaine économique, c'est l'Union européenne avec le domaine économique et financier qui fixe la monnaie, certaines règles comme le quota de pêche, etc.
On peut parler de domaine culturel, puisque c'est l'Union européenne qui décide de créer un programme pour faciliter les échanges d'étudiants entre pays de l'Union européenne, mais cela n'empêche pas des défis, comme des pays qui souhaitent en sortir, comme le Royaume-Uni récemment, mais également d'autres pays de l'Union européenne qui la critiquent, qui mettent une certaine pression, comme la Russie par exemple.